Bien, on est de retour pour ce deuxième panel dans le cadre de cette conférence Industrie 4.0. On va parler du secteur automobile dans ce deuxième panel. On l'a déjà évoqué dans le cadre du deuxième panel dans l'agroalimentaire lorsqu'on a parlé du Digital Twin. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de naviguer dans les concepts industriels de cette industrie 4.0. Alors, pour ce panel, sur le plateau, je n'aurai qu'une personne. Voilà, on sera face à face. Tous les autres participants sont avec nous en distanciel. Avec moi sur le plateau, j'ai Si Hakim Abdeloun, président de l'AMICA. Comment ça va? Tout va bien? Alors, prends ton micro, ça va être mieux. Voilà. Alors, Si Hakim Abdeloun qui représente... Oui, très bien, merci. Ça va, tout va bien? Très bien, merci. C'est Bon. un plaisir à chaque fois d'échanger, de partager les idées, de débattre. Et surtout depuis le temps. Et on voit Oui. comment ça évolue. Et c'est ça qui est effet. super intéressant. En Voilà. effet, en effet. Merci d'être avec nous, Si Hakim. Alors, à distance, seront avec nous Amin Zrour, qui est directeur général de Alten Delivery Center Maroc. Bonjour. Alors, activez votre micro. Bonjour Faisal. Voilà, super. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Eh bien, parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hicham El Nawar de Pepper & Fuzz, qui est Area Sales Manager. Bonjour. Bonjour Faisal. Ça va? On vous entend bien, connecté. Parfait. Parfait. Et avec nous, Monsieur Christian Baou de BMW. You're the Head of Government and External Affairs. Welcome. Can you hear me? Christian. Pleasure to be with you. Thank you. Okay, thank you. We can hear you too, so everything's okay. So, merci encore une fois d'être tous avec nous dans cet événement, encore une fois, qui se déroule dans des conditions particulières. Mais en tout cas, tout se passe bien. On a respecté le timing et on va faire en sorte de le respecter pour qu'on puisse finir ce deuxième panel dans les temps et en partageant le maximum d'informations et de best practices. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va commencer avec Si Amin Zrour, qui est directeur général de Alten Maroc. Alten Maroc qui est leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technique et en technologie. Alors, Si Amin, justement, est-ce que dans le secteur de l'automobile et dans le cadre de ce sujet que l'on traite aujourd'hui dans l'industrie 4.0, vous allez partager avec nous, finalement, c'est ce qu'on veut, hein, les best practices en la matière? Alors, peut-être, avant de parler de best practice, permettez-moi juste de rappeler un petit peu, il y a certaines, au niveau mondial, juste de vous donner quelques éléments, des chiffres que j'ai par rapport à l'opportunité que représente l'industrie 4.0, mesurer l'opportunité notamment pour le Maroc. Si on prend un peu les écosystèmes de l'ITO plus l'ingénierie, au niveau mondial, selon des études de 2000, pas récentes, mais de 2019, nous sommes autour de 700 milliards de dollars d'opportunités de business à externaliser, et dont une bonne partie autour des technologies de l'industrie 4.0, avec une croissance de plus de 30%. Sur les 5-6 prochaines années. Donc ça, c'était avant la Covid. Maintenant, sur le post-Covid, et là je parle justement, et je vous livre un peu un témoignage par rapport à ce que je ressens sur le marché à travers les différentes consultations et avant-ventes que nous recevons, nous remarquons qu'il y a un grand mouvement international, notamment autour de la question qui est poussée par la question de la souveraineté industrielle. Parce que nous avons tous noté qu'au moment où il y avait la crise, la pénurie des masques, des pièces de respirateurs, des médicaments, la question de la souveraineté industrielle était une vraie question. Et bien sûr, là, on est en train d'assister à des démarrages de certaines actions de relocalisation. Ça veut dire que les gens ou les pays cherchent à avoir leur industrie dans leur territoire. Et je pense que c'est parmi les choses les plus intéressantes, à mon sens, dans l'industrie 4.0, parce que
évidemment, il y a la robotisation qui est un volet important, mais il n'y a pas que la robotisation dans l'industrie 4.0, parce que la robotisation, nous l'avons depuis l'industrie 3.0. Maintenant, elle est un peu accélérée, démocratisée et même facilitée avec la 5G, etc. Mais nous devons également regarder justement cette opportunité qui va être poussée par la volonté de tous les pays d'avoir leur smart factories, c'est-à-dire une production à côté du consommateur pour justement éviter une production adaptée, une production qui répond à des normes de décarboné, etc. Donc voilà, donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'opportunités au niveau international. Eh bien, le Maroc peut et doit même récupérer une partie de cette opportunité, parce que nous sommes un pays où nous avons ce qu'on appelle communément l'offshoring ou le nearshoring. C'est quoi? C'est des services délocalisés au Maroc ou externalisés au Maroc. Dans ces services-là, nous avons les services on va dire de l'entrée de gamme du service à moins forte valeur ajoutée, comme la relation client, jusqu'à les domaines de l'ingénierie et de la technologie, bien entendu, en passant par tout ce qui est IT. Donc c'est une véritable opportunité pour le Maroc. Le Maroc doit aller le positionnement qu'il faut pour récupérer une partie de cette opportunité. Bien entendu, il y a toute cette mouvance qui va générer du business pour les entreprises marocaines technologiques qui produisent de la technologie, mais il y a également une opportunité pour les industriels du Maroc pour adopter les bonnes pratiques de l'industrie 4.0 et bien entendu avec évidemment pour nous également notre souveraineté industrielle pour minimiser la dépendance envers des pays étrangers, mais il y a également l'excellence opérationnelle et comme a dit Monsieur le ministre, il insiste beaucoup sur ça, sur la production décarbonée qui est finalement un enjeu majeur si le Maroc veut conserver sa compétitivité et sa capacité d'export. Alors, Alten, dans tout ça, nous sommes un leader mondial de l'ingénierie conseil en technologie, présent en France, en Europe, mais également en Allemagne et au Maroc. Et donc, au Maroc, nous sommes présents sous forme de delivery center, ça veut dire que nous sommes une entreprise qui va, dans laquelle le groupe va sous-traiter un certain nombre de prestations de services, notamment avec le marché allemand. Donc, nous avons commencé à travailler avec le marché allemand depuis 2016, notamment sur l'automobile. C'est avec l'Allemagne que nous avons démarré l'automobile sur les prestations autour des systèmes embarqués. Nous travaillons avec les majeurs constructeurs et équipementiers automobiles. Et je voudrais profiter pour faire un petit témoignage pour dire qu'on a quelques idées reçues par rapport à la relation avec le client allemand. Je pense que c'est un terrain que nous n'explorons malheureusement pas beaucoup. Nous sommes beaucoup sur une prestation avec une clientèle française. Mais je trouve que le marché allemand et les Allemands sont très réceptifs à la compétence marocaine et valorisent vraiment notre compétence. Bien entendu, il y a quelques défis, notamment la langue. Bien entendu, il y a l'anglais qui n'est pas forcément la langue la plus utilisée par nos étudiants. Donc ça, il faut vraiment veiller à ça. Mais il y a également l'allemand parce que nous recevons beaucoup d'avant-ventes. Des fois, on est bloqué par ça et on reçoit des avant-ventes en allemand. Donc, il faut un effort de traduction. Donc voilà, je voudrais fermer la parenthèse. Maintenant, si on parle, justement pour répondre, nous avons une véritable opportunité. Alors, cette opportunité, bien entendu, nous devons répondre d'abord à un certain nombre de défis. Alors, les défis, ça veut dire soit on va dire, OK, on va accompagner nos entreprises, enfin, on va décider que nos industriels doivent prendre le virage du 4.0, mais et après aller chercher la technologie ailleurs. Je pense que le défi du Maroc doit être autour de la production de la technologie.
c'est-à-dire booster un écosystème et créer un écosystème global qui va permettre de créer un environnement favorable pour développer cette compétence. Donc, bien entendu, il y a la compétence autour des technologies, on va dire des technologies autour de l'intelligence artificielle, autour de tout ce qui est Internet des objets, autour de la réalité augmentée. Donc, c'est une vraie question parce que le triste constat, c'est que nous avons des ingénieurs de bonne qualité, malheureusement en très petit nombre comparé à d'autres destinations. Et bien entendu, ces compétences-là, on doit les développer de quantité suffisante pour pouvoir répondre et à la demande intérieure, mais également à la demande extérieure. Et puis, il y a également l'écosystème de l'innovation, l'écosystème de recherche dans les universités. Et ça, c'est vraiment un point très important parce qu'il n'y a pas que la formation, il y a également le développement de l'innovation et la création d'écosystèmes de start-up qui va être capable de s'auto-générer et de se développer et suivre la cadence. Bien, alors on reviendra justement pour discuter des différentes opportunités et puis de ce qu'on peut préconiser pour booster le secteur automobile dont on va parler tout de suite. Hicham Menouar, vous êtes de Pepperl & Fuge, vous êtes notamment leader, je parle de votre entreprise, leader en matière de détection industrielle, et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet industriel puisque vous allez nous parler d'une technologie qui s'insère dans tout le process, le Smart RFID Cabinet, la Radio Frequency Identification. Est-ce que vous allez nous expliquer le concept en détail, Hicham? Avec grand plaisir, Faisal. Tout d'abord, je tiens à remercier la HK et GIZ de nous avoir invités à participer à cette conférence. Permettez-moi juste de vous présenter brièvement l'industrie 4.0 à Pepperl & Fuchs. Alors, Pepperl & Fuchs, comme vous avez dit, est une entreprise allemande leader mondiale en matière de détection industrielle, pionnière dans la protection contre le risque d'explosion d'origine électrique dans plus de 80 pays. Alors, Pepperl & Fuchs a pu montrer dès le début son potentiel avec la 4e révolution industrielle. En employant dans nos différents départements, d'ailleurs, nous avons lancé des nouveaux produits de la génération Sensory 4.0. Et pour proposer plus efficacement des solutions IoT complètes qui répondent aux besoins du client, nous avons créé une filiale nommée Neoception en Allemagne qui est dédiée uniquement pour le développement des solutions IoT. Passons maintenant à une application tout d'abord qui va montrer l'un de nos applications que nous avons déjà intégrées dans le secteur automobile, dans une chaîne de production. Et après, on va discuter sur le Smart RFID Cabinet. Avec le détecteur optoélectronique R100 de la nouvelle génération Sensory 4.0, l'application de notre filiale Neoception. Alors, ce détecteur intelligent est utilisé dans sa propre usine à Berlin grâce à l'interface IO-Link. Ce capteur R100 permet une communication jusqu'à le détecteur ou une usine entière connectée. Alors, dans cette application, le R100 détecte la présence de véhicules dans chaque étape de production afin que nous puissions connaître la durée consacrée de fabrication, par exemple, ainsi la gestion des flous pendant le circuit de production. Le détecteur photocellulaire contient une communication IO-Link qui permet d'envoyer des informations vers IO-Link Master et qui, à son tour, transfère directement vers le cloud sans passer à travers l'automate. Je vous laisse voir la vidéo pour avoir une idée plus détaillée sur cette application. Après, on va voir les autres applications. The IT world can be connected. This is the end of a production line in an automotive manufacturing facility. The cars get finally checked before they leave the factory. The first car is arriving and can directly move into the testing area. Industrial sensors are used for efficiency monitoring of the test procedure. They detect the presence of a car and forward the processing time of each test station. Connected to ICE2 modules, this data is directly sent to an IT system.
Testing is completed. Now it's time for the next one. The data is now available in an IT system and can easily be used for... Il pourrait être utilisé pour différents types, pour différentes unités de production. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de PLC parce qu'à ce moment-là, le modèle il permet une connexion directe entre l'OT et l'IT. Donc, entre le monde opérationnel et le monde informatique. Et ça permet un meilleur guide pour les travailleurs ou pour les employés. Implanter la même application avec l'un de nos grands clients en Allemagne, la société BMW. Mais cette fois, nous avons utilisé la technologie RFID, Radio Frequency Identification. Cette technologie, c'est à privé être un outil adéquat pour rationaliser les processus de production et automatiser les chaînes de montage dans le secteur automobile. Alors, comment ça se passe? Alors, nous attachons une étiquette RFID à chaque carrosserie, ce qui permettra d'échanger des informations avec une tête de lecture pendant tout le processus de production et que nous permet l'identification unique de chaque véhicule, ainsi que l'automatisation du suivi des opérations des lignes de production, et soutenir le lean management, et ainsi que l'amélioration de l'efficience opérationnelle. Ainsi que gérer le circuit de continuant de pièces automobiles et finalement gérer la maintenance machine-outil robots dans le respect des normes, bien sûr, ISO et d'autres normes spécifiques à l'industrie automobile. Ça, c'est l'application que nous avons réalisée en Allemagne avec la société BMW. Maintenant, nous avons une deuxième application réalisée maintenant au Maroc avec une société marocaine qui s'appelle InventID, spécialisée dans la conception et le développement de solutions RFID en matière de l'industrie 4.0. Dans cette application, nous avons développé une Smart RFID Cabinet. Alors, il s'agit d'une armoire industrielle liée à la technologie RFID, maintenant UHF, Ultra High Frequency, qui nous permet de savoir l'état de stock réel des pièces de rechange d'un magasin ou bien d'une gestion automatique des outillages dans une nouvelle ère apportant une traçabilité précise et efficace de tout le mouvement des outillages. Donc, l'opérateur est identifié par son badge ou son empreinte digitale pour accès au Smart RFID Cabinet afin de prendre ou remettre un ou plusieurs outillages ou bien produits. Alors, une fois les portes fermées, un inventaire automatique est conduit réalisé avec le système RFID pour détecter chaque mouvement effectué par l'opérateur. Alors, en cas de détection d'un événement anormal, l'armoire RFID remonte automatiquement des alertes vers l'interface utilisateur et vers le poste de supervision. L'utilisateur peut ainsi suivre de manière automatique les dates de talonnage et de maintenance de ses outils. Alors, l'armoire assure un suivi précis du mouvement des outillages aux pièces suivi et disponible sous forme rapport d'activité consultable à distance via le système IT de la société NBT. Avec cette Smart RFID Cabinet, vous bénéficiez à tout moment d'une vision juste et précise de l'inventaire de vos outils ou produits au local ou à distance, et très important en temps réel. Actuellement, nous sommes en train de développer d'autres projets, plus précisément dans le secteur automobile, avec soit les clients finaux ou bien les systèmes intégrateurs dédiés à l'industrie 4.0 avec des entreprises marocaines. Et ça, on va les présenter à notre prochain Customer Day PPL Fuchs début de l'année prochaine. Merci beaucoup, Hicham. Alors, vous avez parlé de BMW, and I'm glad to welcome Mr. Christian Bau, is with us. He's the head of government and external affairs of BMW. Well, Christian, il semble que la communauté internationale est en retard quand il s'agit de l'adoption de la révolution technologique et des outils. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire quelque chose en quelques mots sur la stratégie de BMW concernant votre réseau de production mondial? Merci infiniment pour votre question.
Chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments de mon allocution avant de répondre à votre question. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence, notamment la Chambre de commerce allemande et le ministère de l'économie. J'ai eu l'occasion de visiter le Maroc en février de cette année lors de la Formule E, la Formule électrique. Et bien sûr, comme on sait très bien que la pandémie Covid-19 nous a montré à quel point, bien sûr, a été challenging. 2020 est une année qui est très difficile pour les industries et bien sûr, ça nous permet à ce qu'il y ait et ça nous pousse à ce qu'il y ait différentes réflexions. Les problèmes, au niveau, c'était par exemple, c'est la chute à la fois de la demande et de l'offre et ça peut avoir un impact concernant le groupe de BMW et la coopération avec le gouvernement marocain. Nous voudrons mettre le point sur notre collaboration avec Managem. Donc, nous avons signé beaucoup de contrats avec Managem et nous essayons de continuer à assurer les matières premières. Et d'ici 2023, on compte avoir la moitié de notre parc automobile électrique. Et bien sûr, nos besoins en termes de cobalt vont augmenter d'ici 2023 pour pouvoir répondre à la demande d'ici 2030. Nous sommes complètement conscients de notre responsabilité et nous pensons que les standards devraient être pris en considération pour répondre à ces besoins. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer son Excellence Moulay Hafid Al-Alami et nous avons montré que nous sommes vraiment très intéressés pour collaborer avec les autorités et le Royaume du Maroc. Maintenant, je vais essayer de répondre à votre question. En 2019, le Forum économique mondial a mis la lumière sur l'importance de BMW comme être un élément clé et pionnier pour la digitalisation dans l'industrie automobile. Normalement, bien sûr, il faut savoir que l'expérience de notre communauté me permet d'avoir une idée sur l'importance qui a été faite par le BMW ou par le groupe de BMW. Nous avons 31 unités à travers le monde qui sont spécialisées dans la production. Il y a une autre question pour vos questions. On sait que la digitalisation et la technologie innovante impactent le groupe et la chaîne de production complète de BMW. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont les meilleures pratiques au niveau de votre secteur, notamment chez BMW? Donc, de A à Z, que ce soit donc la production jusqu'au montage, ça permet, c'est une production qui est complètement automatisée. Je vais partager avec vous quelques éléments concernant les éléments d'analytique. Pour l'intelligence artificielle, bien sûr, nous avons pu débarrasser les employés des tâches qui étaient monotones. Ça permet aussi à ce qu'il y ait bien sûr une modélisation des tasks et des tâches avant l'arrivée des voitures vers l'étape de l'inspection finale. Et il y a tout un certain nombre de capteurs et d'indicateurs qui permettent d'envoyer des systèmes d'alerte aux employeurs pour une intervention humaine. Tout ça, ça a été d'une valeur ajoutée très importante pour le groupe BMW. Autre système, c'est la réalité virtuelle et l'optimisation de cette réalité virtuelle. Donc, ça permet à ce qu'il y ait l'amélioration en temps réel et ça permet donc que ce soit
pour nos entités au niveau des laboratoires de production d'avoir une réalité améliorée et aussi une mise en œuvre des mesures de sécurité quand il s'agit de la chaîne logistique. À cet égard, je voudrais partager avec vous que BMW a fabriqué des prototypes depuis... Nous avons des prototypes depuis 1990, à savoir donc le pre-printing. Il y a de nouvelles méthodologies d'impression qui sont mises en œuvre pour qu'il y ait un meilleur potentiel. Peut-être je vais partager avec vous deux autres exemples, à savoir la production additive. Alors, nous, en tant que BMW, nous continuons à être encore leader quand il s'agit de la production additive. Et il y a encore de plus en plus, il y a un campus qui a été utilisé et qui a commencé à être utilisé à côté de Munich. À peu près 80 d'employés travaillent là-bas. Et l'année dernière, le groupe a ajouté une quinzaine d'unités. Nous avons aussi des imprimantes 3D qui nous assistent dans ce domaine-là. Nous avons célébré l'utilisation de cette technologie dans des petits sites de production il y a une dizaine d'années. Il y avait autre usines de fabrication additive qui ont suivi en 2012 pour la partie Rolls-Royce. Merci. Merci. Merci beaucoup, Christian, pour avoir donné ces exemples très concrets. Secteur de l'industrie automobile au Maroc avec Si Hakim Abdoumen, qu'il connaît sur le bout des doigts, qu'il a vu évoluer, qui a contribué. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un aperçu du secteur automobile marocain aujourd'hui, en 2020, avec toute l'évolution qu'il a connue, que ce soit d'un point de vue des industriels et de tout son écosystème? Avec plaisir. Tout d'abord, j'ai un plaisir à échanger, partager dans ce panel que je trouve très intéressant au niveau sur le secteur automobile. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour gagner un peu de temps. Globalement, pour schématiser le secteur automobile au Maroc, qui aujourd'hui représente à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires export, mais en potentiel, d'ici 2021, 2022, on arrivera à 10 milliards d'euros. Alors nous avons une croissance d'à peu près entre 15 et 20% chaque année, mais il y avait deux étapes clés dans le secteur automobile. Ma schématisation grossière, et il y avait deux étapes clés. Bon, il y a un historique de l'automobile au Maroc depuis quelques années, depuis les années 60, mais c'était embryonnaire. Mais 2008-2012, c'était le démarrage de deux aspects. Il y avait le projet Renault et les big players qui commençaient à venir au Maroc, japonais, américains. Et donc, c'était la phase de mise en place des infrastructures et des fondamentaux au niveau infrastructure. L'usine de Renault-Tanger qui démarre, qui est une usine, comme vous savez, d'envergure avec un potentiel de 400 000 voitures par an. Les premiers big players qui venaient des États-Unis, du Japon, Yazaki et autres. Et en parallèle, toutes les infrastructures nécessaires à une vision d'automobile d'avenir. Donc, il y a la partie de la région Tanger avec les zones franches intégrées, où tous les prérequis sont intégrés au sein d'une zone qu'on appelle plateforme industrielle intégrée, P2I, les centres de formation adaptés à l'automobile, le port Tanger-Med avec toutes les infrastructures logistiques et tous les dispositifs d'accompagnement et de soutien à l'investissement. Et là, nous avions 28% de taux d'intégration locale. C'est-à-dire on fabriquait au Maroc 28% du véhicule. Deuxième étape, arrivée en 2015, c'est là où il y a la vision des écosystèmes. Grosso modo, pour schématiser, la filière automobile portée par l'AMICA, nous avons été tout simplement à prendre la voiture,
et la décomposer en modules de la même manière que le fait le constructeur automobile qu'on appelle commodité. Alors, nous avons l'intérieur véhicule, nous avons le châssis et liaison sol, le powertrain, le body. Et donc, en décomposant la voiture, on a décomposé la filière également dans ce sens. Et petit à petit, nous avons commencé à travailler sur renforcer l'intégration locale. Et donc, nos clients qui sont constructeurs automobiles, Renault et PSA qui s'installaient, mais notre vision Maroc était une vision régionale. C'est-à-dire, on a travaillé avec tous les constructeurs de la région, Europe et Maroc. Et donc, on a essayé de renforcer l'intégration locale, c'est-à-dire les pièces fournies aux constructeurs implantés au Maroc, mais nous avons rajouté le volume de constructeurs implantés en Europe pour avoir un effet de taille critique. Ce travail, et en même temps, on a travaillé avec les fondamentaux de notre compétitivité, qu'on avait à ce moment-là décomposé en 4. Donc les intrants, ou les matières premières, ou les composants, sachant qu'un exemple, un constructeur automobile, 80% de son coût de revient sont les intrants. C'est-à-dire, nous, fournisseurs, on représente 80% des achats d'un constructeur automobile. Et il y a la partie logistique qui est très importante dans l'automobile. Je montre un peu pourquoi. Pas qu'au niveau du coût, mais également au niveau de la prestation. Et vous allez voir que le 4.0, la logistique est un des éléments clés. Et la partie compétences, ressources humaines, formation. Et il y a eu un effort très important de l'État marocain pour développer les compétences et qui était un des facteurs clés de la réussite sur le secteur automobile marocain. Moi-même, en prenant une autre casquette, je suis président des IFMIA. Ce sont 4 instituts de formation au métier de l'industrie automobile. Et c'est une de nos fiertés parce que nous formons entre 6 000 et 7 000 lauréats actuellement dans ces centres. Et ce sont des écoles-usines. Et les résultats sont tout simplement extraordinaires. Donc, je ne veux pas m'attarder dessus. Et après, il y avait le process industriel. C'est ce qu'on appelle la transformation. Donc, ce sont les 4 pavés. Notre compétitivité s'inscrit à ce niveau-là. Donc, pour aller vers le 4.0... Alors justement, voilà. Comment aujourd'hui, quels sont les défis, les challenges pour installer dans le secteur automobile marocain l'industrie 4.0 ? Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas seulement les chaînes de production, mais il faut intégrer tout le tissu, tout l'écosystème, tous ces équipementiers de rang 1, de rang 2, etc., qu'il faut intégrer dans ce 4.0. Oui. Alors, ce que vous dites, je vous remercie, c'est Faisal, votre remarque est très perspicace. C'est cette intégration de tous l'écosystème, c'est-à-dire les fournisseurs et le constructeur automobile et prestataire, c'est un challenge et en même temps une opportunité. Bon, l'automobile, pour revenir, je relate un petit peu mon expérience dans l'industrie automobile d'une 20aine d'années. On a une chance, c'est que l'automobile, déjà depuis plus de 20 ans, intègre beaucoup de prérequis de l'industrie 4.0. Je me souviens, ma première expérience dans l'industrie, en 2000, on parlait de GPAO, gestion de production, machines connectées à des serveurs, etc. Le juste à temps, le just in time, just in sequence, tous ces aspects-là, l'EDI. En 2000, on était déjà connecté avec les constructeurs automobiles en Europe qui nous ont emmené leurs commandes en EDI, traduits dans nos usines par système d'information. Donc, on a cette chance, c'est que l'automobile, par la recherche de la performance continue, on avait déjà déjà été intégré. Je vous donne l'exemple que surtout que l'accélération est arrivée à un niveau, on a brûlé des étapes. Ouais. Voilà. Vous donnez un exemple que le 4.0 a commencé dans l'automobile et notre ami de chez BMW ou ses autres de chez Alten vont connaître un peu le sujet. J'ai vécu une période en 2012 où les constructeurs automobiles, au lieu d'avoir des stocks de voitures dans leur parking à envoyer en concession, ont commencé à basculer par rapport aux commandes du client qui va en concession et qui commande sa voiture. Et il va avoir une voiture avec des sièges en cuir ou en tissu de telle couleur, etc. La commande de la concession était traduite chez le constructeur et chez le fournisseur du siège. Et là, on avait commencé... c'est déjà commencé qu'on appelle le just in sequence, et just in time. Donc, l'automobile intègre déjà cette opportunité. Et le Maroc aussi, la chance que nous avons sur la plateforme Maroc,
c'est que dès le départ, on s'est inscrit dans l'avenir. Les acteurs qui sont implantés au Maroc, constructeurs automobiles ici ou à l'étranger qui s'approvisionnent chez nous, et les big players qui sont là, sont déjà dans cette dynamique. Et nous avons une chance, c'est que nous avons pu en profiter. Alors le challenge, comme vous avez dit, c'est qu'on a besoin pour cet aspect de renforcer davantage notre partenariat au niveau de la chaîne de valeur. Ça existait déjà, un concept qu'on appelle le supplier development. Donc notre ami de chez BMW connaît ça très très bien. Le constructeur pousse son fournisseur de rang 1 à aller au même niveau d'excellence que le constructeur. Le fournisseur de rang 1 doit entraîner également la chaîne de valeur de ses sous-traitants en amont. Et donc, si on est obligé d'avoir un déploiement du 4.0 au niveau de toute la chaîne de valeur, sinon le process ne peut pas y arriver. Donc ça, c'est une chance pour nous de renforcer, travailler davantage ensemble pour la partie de ce challenge. Nous avons également nos partenaires logistiques. Toute la partie logistique est importante. Au niveau de l'AMICA, un constructeur automobile, je me souviens très bien, en 2016, nous avait sollicité pour un hub logistique au Maroc, où on regroupait tout à Tangemed et ensuite redispatché dans une autre hub en sud de l'Europe, qui est redispatché en Europe. Et donc, les partenaires logistiques sont un élément clé, et donc, pour nous, ils sont importants de les intégrer dans notre démarche. Et également, il y a une prestation sur laquelle nous avons commencé à travailler. Je pense que les panélistes que vous avez invités sont un exemple parlant. En 2015-2016, on était déjà en train de faire un travail de renforcement au niveau de la filière sur des prestations au niveau de la robotisation, les cartes électroniques, la GPAO, au niveau de la filière automobile. On avait déjà identifié ça comme un besoin. Cette prestation aujourd'hui est une clé à renforcer parce que ça fait partie intégrante du 4.0. Toutes ces machines qui doivent être connectées entre elles, la robotisation qu'il y a dans les usines. Donc maintenant, c'est une prestation. Heureusement, on avait commencé, mais c'est une prestation qui est là. Et là, et encore un dernier point, les compétences. Nos centres de formation qui préparent les compétences de demain sont amenés dès aujourd'hui à intégrer l'industrie connectée, la Smart Industry 4.0 de demain, et également les centres techniques et d'ingénierie. Vous avez vu une annonce qu'au Maroc, il y a un centre d'ingénierie qui va bientôt voir le jour pour la voiture, où il y aura même l'essai véhicule. On va faire les essais carrément d'homologation, les pistes d'essai à grande vitesse, et il y aura une partie voiture autonome, voiture connectée. Pourquoi ? Parce que c'est le virage de l'industrie automobile de demain. Alors, on y reviendra parce que ça fait partie des opportunités justement du secteur automobile marocain. Revenons d'un point de vue support, on va dire, des instances gouvernementales. Et je vais me tourner vers Amine Zorouk. Est-ce qu'on a besoin d'efforts supplémentaires de la part du gouvernement pour booster le secteur automobile et notamment sur le point précis de l'industrie 4.0, Amine ? Alors, en fait, permettez-moi juste, avant de parler de ce que fait le gouvernement, tout à l'heure j'ai donné quelques pistes, mais il y a également des initiatives que Alten, Delivery Center Maroc, a lancées. Je vais aller vite, comme ça je vais parler de ce qui est prévu pour le gouvernement. Alten c'est pas parce qu'on parle de secteur automobile qu'il fallait monter dans la voiture, hein. C'était pas obligé. Hein. Écoutez, moi, non, je plaisante. Me suis dit ce serait bien d'être dans le décor et que c'était cohérent avec la thématique. J'essaie d'optimiser. Alors, le Alten Delivery Center Maroc a lancé une forte collaboration avec les universités sur cette thématique-là. Je citerai trois initiatives. La première, c'est autour d'une création de zones d'accélération, une zone d'accélération industrielle 4.0. C'est une zone
où on met un espace d'incubateurs de start-up dédiés aux technologies de 4.0. De l'autre côté, on a des parcelles industrielles, des lots industriels réservés aux Smart Factories. Et au milieu, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'Université euro-méditerranéenne de Fès pour lancer une usine modèle 4.0 qui va être à la fois un démonstrateur qui va permettre aux industriels de voir comment ça marche avant de décider de tel ou tel use case, mais également ça va être un terrain de jeu, on va dire, pour ces startups qui veulent développer leurs compétences et bien entendu dans un écosystème de recherche et innovation. Donc ça, c'est la Fès Smart Factory que nous avons accompagné la création à Fès. Nous avons également lancé des concours pour la sélection de startups innovantes dans le domaine de l'innovation et du 4.0. Et nous avons lancé également des formations de reconversion sur des cycles courts de chimistes ou physiciens pour les transformer en ingénieurs automobiles. Donc, on a fait une première promotion, un master spécialisé dans le calcul acoustique. Nous avons également lancé un deuxième master sur l'ingénierie automobile, de la motorisation thermique, mais également un troisième master autour des technologies du 4.0. Donc ça, j'ai cité 3 initiatives. Maintenant, bien entendu, ces initiatives, il faut les scaler parce qu'une entreprise comme Alten investit dans son environnement et de son écosystème pour pouvoir justement recruter demain. Maintenant, le gouvernement, et là, je vais peut-être remettre une casquette de président de fédération, la PEBI, la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, qui prend le sujet du 4.0 comme un sujet prioritaire, que ce soit dans le cadre du pacte Maroc Digital qui est en déploiement avec le ministère de l'économie numérique, mais également sur le plan d'accélération industrielle où la composante de l'industrie 4.0 est fort présente. Je donnerai déjà le topo global, c'est-à-dire comme on a pu voir, Monsieur le ministre est parfaitement conscient des enjeux et de l'importance. Nous sommes en train de finaliser une vision bien entendu qui va, parce que quand on parle, on a beaucoup entendu parler, que ce soit Hakim ou Monsieur le ministre, on parle beaucoup d'intégration locale et on parle de création de valeur. Donc oui, nous devons réfléchir et penser à l'excellence opérationnelle et à la qualité du produit, mais également, il ne faut pas oublier l'emploi. Et donc ça, c'est une équation parce que sur certains use cases, pas tous, la robotiser et automatiser va faire qu'on aura des emplois qui seront perdus. L'idée, c'est de réfléchir global et dire, voilà, quels sont les use cases prioritaires qui ne vont pas impacter l'emploi. 2, quels sont les secteurs prioritaires où on peut avoir des quick wins. Et 3, comment, c'est-à-dire compenser cette éventuelle perte d'emploi sur certains use cases par la création d'autres emplois dans le domaine de l'IT et de la production de valeurs technologiques. Je citerai pour finir 2 exemples. Donc, c'est la création justement de dupliquer ce qu'on appellerait des zones d'accélération digitale dans les régions avec des démonstrateurs d'industrie 4.0 et des innovation centers. Donc, bien entendu, parce que quand on parle, vous savez, c'est très important, parce que, et d'ailleurs, cet événement permet de démocratiser et de démystifier un certain nombre de concepts, parce que l'industriel, j'ai rencontré beaucoup d'industriels, quand on parle d'industrie 4.0, ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est du cloud, de l'intelligence artificielle, les robots, etc. Ils disent, mais nous, comment on va aborder ça? Et est-ce qu'on a un écosystème ou est-ce qu'on a des producteurs où on va devoir appeler un technicien qui va venir d'Allemagne et facturer 1 000 € jour homme? Et donc, il y a un vrai travail de sensibilisation. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qui est prévu également dans ce plan d'action. Et avec la sensibilisation, il faut des démonstrateurs. Il faut des usines modèles, comme l'image de INMA. Donc, c'est INMA 4.0. Et pour pouvoir démocratiser ça et
c'est pas sorcier en fait 4.0. On peut prendre un use case, on peut placer un capteur sur le use case de la maintenance prédictive par exemple, ou on peut aller sur le digital twin d'un produit ou d'une ligne de production, et on peut aller vraiment step by step. Il faut essayer également de faire un travail pédagogique auprès des industriels. Bien entendu, quand on parle d'automobile, on ne parle pas que des constructeurs automobiles, on parle comme vous l'avez très bien dit, des rangs 2, des rangs 3. Et des fois, c'est des petites entreprises qui sont quelque part obligées d'adopter certains best practices 4.0 pour pouvoir être compliant avec leur donneur d'ordre. Merci beaucoup, Amine. Voilà. Je reviendrai vers vous dans quelques instants. Si on a le temps, il nous reste 12, il nous reste 12 minutes. Non, Amine. Je dois quitter ok, d'accord. Donc, donc on vous laisse tranquille après. Beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Alors, juste très rapidement, si Hakim, là, justement, je vous ai coupé tout à l'heure par rapport à ça, et on le sait, il y a un véritable shift qui se fait au niveau mondial dans l'industrie automobile. On a vu des constructeurs américains qui ont investi des dizaines de milliards de dollars rien que pour faire le shift vers le full électrique. Il y a la voiture autonome. Est-ce qu'il y a des opportunités pour l'industrie automobile marocaine, et notamment en intégrant le 4.0 pour répondre aux besoins et au marché de l'automobile du futur? Alors, l'opportunité s'offre au Maroc naturellement de par la conception du projet automobile au Maroc, de la plateforme automobile au Maroc. Comme je l'ai expliqué, les grands acteurs qui sont à la pointe de ces innovations, nous avons la chance qu'ils sont là, présents avec nous, et partie intégrante de la filière, et je dirais même acteurs actifs même dans la filière. Pour ne rien vous cacher, c'est le virage automobile qui est en train de se produire en ce moment, comme je pense tout le monde le connaît. C'est un virage qui avait commencé il y a quelques années, mais la crise sanitaire Covid a fait que ce processus s'est accéléré très vite. Ça fait 4-5 ans que je connais des multinationales avec lesquelles on côtoie, qui avaient commencé à déjà acquérir beaucoup de start-up dans la connectivité, dans l'intelligence artificielle, qui petit à petit allaient vers cette industrie de pointe et sortir petit à petit de l'industrie dure, comme on le connaît. Donc, la crise Covid a été un accélérateur pour la simple raison que les gouvernements occidentaux ont conditionné les aides de relance par une obligation pour les OEM, les constructeurs, de migrer rapidement vers une voiture propre, vers une industrie décarbonée. Donc, nous sommes partie intégrante de ce processus parce qu'on fournit une partie de la voiture depuis le Maroc, vers également une voiture autonome et connectée. Et tout ça est lié. Donc, c'est une chance en même temps pour nous, mais là, il y a un coup d'accélérateur qui a été lancé. Pour le lien entre ceci et le 4.0, tout simplement, nous avons la chance que la voiture est en train de prendre ce virage très vite. Et donc, nous imposer d'aller vers l'intégration de toute la partie connectivité, de toute la partie système d'information, de toute la partie renforcer tout ce qui est industrie 4.0. Les prérequis viennent déjà de la voiture par elle-même et a fortiori des composants de la voiture. Nous, des fournisseurs d'intérieur qui fournissent le tableau de bord, sont en train d'accélérer parce qu'on va vers une voiture qui va être connectée, une voiture qui va être en même temps autonome, dont tous ceux qui fournissent ce qu'on appelle la sécurité active et passive également doivent activer, accélérer. Donc c'est une chance pour nous et c'est pour ça que je reviens également sur la partie des compétences. Au niveau de nos centres de formation, c'est-à-dire nos lauréats de demain, les compétences de demain, intégrer déjà cet aspect-là. Et nous, aujourd'hui, le tissu des rangs 2 et des rangs 3 est important qu'ils s'accrochent à ce wagon. Nécessairement, de toute manière, ce sera pour leur survie. Donc, une chance pour nous de devoir renforcer ce qu'on appelait tout à l'heure le supplier development, renforcer ce partenariat sur toute la chaîne de valeur pour dupliquer tous ces best practices pour aller jusqu'aux fournisseurs de rang 2, de rang 3.
Alors justement, vous parlez de compétences. I would like to ask you a question, Christian Bao from BMW. We're talking about skills. What are the current opportunities for young? Quelles sont les opportunités pour les jeunes professionnels, un des talents futurs? Christian, est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, bien sûr. Alors, nos employés sont un facteur décisif dans la compétition et dans la concurrence. Ils jouent un rôle très important, notamment dans la transformation digitale qui a lieu et qui ne cesse de s'approfondir dans notre domaine. Bien sûr, on donne beaucoup d'importance à la formation professionnelle pour faire en sorte que la génération Z soit au diapason de l'industrie et bien sûr pour sauvegarder l'avenir de la société. La digitalisation dans la formation professionnelle en Allemagne est basée sur 3 piliers. D'abord, les diapositives mobiles, les plateformes mobiles et développement des talents qui est taillé aux individus. C'est la raison pour laquelle nous encourageons en Allemagne la jeunesse marocaine de faire partie de groupes BMW, notamment groupe d'excellence, et contribuer à notre succès et le succès de tout le monde. Je voudrais féliciter les organisateurs de cette conférence. Restez vigilants et BMW ne cessera de renforcer notre coopération avec les institutions gouvernementales, avec les secteurs privés, avec l'industrie. Et c'est notre engagement pour la réussite. Merci, State. Merci d'avoir été parmi nous. Alors, to close, Hakim, I have a question for you. Ces réflexions, cette prise de conscience de la nécessité d'intégrer le 4.0, et vous l'avez dit, vous nous avons montré les étapes. Je vous demande une réponse claire qu'on pourrait tous se demander. Est-ce qu'on aura ou est-ce qu'on a les ingrédients pour avoir une automobile 100% marocaine à court terme? Alors, pour ça, on se pose la question depuis des années. Mais bon, oui. Pour cette question, je pense qu'on va appeler à la raison. Oui. Je vais dire oui et non. Vous voyez que des constructeurs automobiles mondiaux, avec l'accélération des challenges qu'ils envisagent, ont besoin de se regrouper, de se concentrer. Le constructeur qui est présent chez nous au Maroc, il y a eu des concentrations avec un premier constructeur allemand, avec la fusion avec Opel, ensuite Fiat Chrysler. Donc les constructeurs déjà, pour affronter les défis, qui sont déjà très gros aujourd'hui, ont besoin encore de se regrouper pour affronter encore ces défis à l'avenir. Donc il faut avoir à mon avis un peu de raison, mais ça n'empêche pas l'initiative pour ceux qui veulent se lancer dans l'automobile à travers le lancement, on imaginait un véhicule marocain, etc. Ça n'empêche pas d'encourager ces initiatives. Néanmoins, le niveau de l'industrie automobile que vise le Maroc, on vise bientôt le 1 million de véhicules de capacité installée. Je pense qu'il est important de continuer à renforcer notre partenariat avec les constructeurs automobiles. Et je vais donner l'anecdote. Les voitures fabriquées au Maroc, nous considérons que ce sont des voitures marocaines et ces usines sont ici, chez nous, qu'on s'est appropriées intellectuellement et avec le cœur aussi. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que je dis en même temps oui et non. Non, mais c'est très bien d'avoir une réponse très pragmatique d'un opérateur du secteur. Merci beaucoup, Si Hakim. Merci à tous les intervenants, Amin Zarok et Shamal Nawar, Christian Bao qui était avec nous. On arrive à la fin de ce deuxième panel sur le secteur automobile. On est dans les temps, il est 15h57. On se donne une petite pause comme tout à l'heure de 5-6 minutes, le temps de redésinfecter
la scène, de se connecter avec les intervenants suivants. Et je préviens déjà les intervenants suivants qui sont 7. Et on doit rentrer dans 1 heure. Donc je serai moins indulgent sur les dépassements de timing. Merci, on se retrouve dans quelques instants.